Bonjour et bienvenue à tous sur notre webinaire Maladies professionnelles, comprendre, prévenir et agir. Je me présente, je suis Lorenza Debout, chef de projet marketing au sein d'Aiming et j'ai le plaisir ce jour d'animer ce webinaire. Alors, je suis également accompagnée de nos expertes Chélie Lévy-Renaudin, qui est consultante en performance et management des risques professionnels. Bonjour Chélie. Bonjour. Et d'Andrea Savu, qui est team leader en performance et management des risques professionnels. Bonjour Andrea. Bonjour Lorenza. Alors, pour rappel, ce webinaire est bien sûr enregistré. À la fin de la séance, vous allez recevoir le lien de rediffusion ainsi que la présentation PDF. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans l'onglet questions qui se trouve à droite de votre écran. Et je vous invite désormais à découvrir ensemble le programme qui va rythmer cette fin de matinée. Alors, c'est un programme qui se veut en 3 temps, puisque nous verrons quels sont les principaux risques actuels, ce qui va nous amener à découler sur des conséquences concrètes, puis nous allons terminer avec des solutions simples que vous pourrez appliquer immédiatement. Je vais désormais laisser la parole à notre experte Andrea, en vous souhaitant un très bon webinaire à tous. Bonjour à tous et bienvenue. Alors, pourquoi ce webinaire? Alors, tout simplement parce qu'aujourd'hui, au cœur des enjeux de santé au travail, les maladies professionnelles sont un défi humain, économique et légal que les entreprises ne peuvent pas ignorer. La déclaration d'une maladie professionnelle est un moment clé pour l'entreprise et pour chacun d'entre vous. Bien connaître le cadre légal, c'est à la fois protéger ses collaborateurs et éviter des risques financiers, juridiques, mais aussi humains. En pratique, la procédure est strictement encadrée par la sécurité sociale. Vous devez sûrement le savoir, dès que la CPM informe l'employeur d'une déclaration de maladie professionnelle, ce dernier dispose de 30 jours pour transmettre le questionnaire et éventuellement émettre un courrier de réserve complémentaire au niveau de la CPAM. La reconnaissance d'une maladie professionnelle s'appuie sur des tableaux officiels, mais on voit surtout que depuis ces dernières années, on a de plus en plus de pathologies qui ne sont pas encadrées par des tableaux. C'est là où aujourd'hui la procédure devient plus longue, incertaine et plutôt médicale. Chaque maladie reconnue a un impact direct sur le taux de cotisation de l'entreprise et en cas de manquement à la prévention, la responsabilité de l'employeur peut être engagée pour faute inexcusable. En résumé, bien comprendre et anticiper ces règles, c'est aussi protéger la santé des salariés tout en maîtrisant en quelque sorte les risques pour l'organisation. Alors, abordons dans un premier temps les risques actuels. Si nous faisons un petit focus sur les généralités au niveau de la France. Alors, aujourd'hui, on observe 3 grandes tendances autour des maladies professionnelles. D'abord, une sous-déclaration très importante. Beaucoup de cas ne sont pas déclarés par manque d'informations, par crainte de conséquences ou encore parce que certaines pathologies ne figurent pas dans les tableaux. Mais les salariés sont de plus en plus accompagnés, aussi bien par les représentants du personnel, mais aussi par les médecins. Donc, évidemment, il va falloir que nous puissions anticiper. Quoi qu'il en soit, on remarque aussi une hausse marquée par des troubles musculo-squelettiques, mais aussi des affections psychiques et certaines maladies hors tableau, comme par exemple les névralgies. Enfin, de fortes disparités selon certains secteurs, notamment le BTP, et nous vous avons mis certains chiffres clés sur cette slide pour justement comprendre qu'il y a des secteurs qui sont plus exposés que d'autres, avec un nombre très important de cas de figure, mais aussi beaucoup de jours perdus et des coûts qui sont très, très élevés. Alors, les maladies professionnelles, en quelques mots. Qu'est-ce qu'une maladie professionnelle ? Alors, au contraire d'un AT, d'un accident de travail, où vous savez qu'il s'agit d'une action soudaine qui survient en temps et en heure de travail, la maladie professionnelle, c'est un phénomène plus ou moins lent qui s'étire dans le temps. C'est-à-dire que le salarié aurait développé la pathologie qu'il déclare au cours de sa carrière, que ce soit chez un employeur en particulier, puisqu'il a fait carrière chez seulement un employeur, ou auprès des divers employeurs qu'il aura rencontrés au cours de sa vie. C'est un phénomène, impossible à dater, on ne peut pas donner d'heure ou de date de la pathologie, et c'est une pathologie qui s'est développée
au cours de son travail, au quotidien, au cours de ses missions, à l'occasion de son travail. Et au contraire d'un accident de travail, l'instruction par la CPAM est obligatoire, c'est-à-dire on verra plus tard, on aura un questionnaire qui sont strictement encadrés par des délais réglementaires et l'instruction est obligatoire jusqu'à la décision de la CPAM. On voit que il y a des salariés qui relèvent du régime général, la majorité, je pense, en France, des salariés, mais aussi du régime agricole. À date, il y a 102 tableaux qui sont annexés que vous pouvez retrouver sur le site de l'INRS. Donc, ce sont des maladies qui sont, des pathologies qui sont encadrées par 3 catégories. C'est surtout une intoxication liée à l'exposition habituelle à des agents nocifs. On parle souvent d'amiante. Je pense que vous en avez déjà entendu parler. Ou alors des intoxications par infection microbienne ou virale, comme la rage ou le choléra. Ou alors, et là, on parle des maladies les plus connues. Ce sont des maladies résultant d'ambiance, d'attitudes particulières. Donc, c'est des maladies qui ont été développées par les salariés par des gestes, des postures, ou les bruits, des maladies liées à la surdité, des hautes températures, etc. Un tableau de maladies professionnelles est comme ça. Donc, il y a 3 colonnes, la désignation de la maladie, le délai de prise en charge et la liste limitative des travaux ou indicative selon certains tableaux. Donc, la désignation de la maladie, c'est la pathologie tout simplement déclarée par le salarié. Le délai de prise en charge, c'est un délai qui est variable selon la pathologie déclarée par le salarié. C'est un délai maximal entre la constatation de l'affection par le médecin du salarié et la date à laquelle le salarié a cessé d'être exposé au risque. Donc là où par exemple, il n'est plus allé au travail à cause d'un arrêt maladie ou parce qu'il a quitté tout simplement l'entreprise dans laquelle il travaille. Cette même colonne peut aussi mentionner un délai, une durée d'exposition, c'est-à-dire que la CPAM requiert une durée minimum d'exposition au risque par le salarié. Et enfin, la liste limitative ou indicative des travaux, c'est la CPAM qui a décidé que ce type de travaux est susceptible d'avoir exposé le salarié au risque de développer la pathologie. Donc, comment ça se passe un circuit d'un dossier MP? Le salarié va chez son médecin et lui dit j'ai mal ici, à l'épaule, au coude, au poignet. Le médecin prescrit des examens complémentaires s'il y a besoin et rédige un certificat qu'il adresse ensuite à la CPAM également. Parallèlement, le salarié déclare, donc remplit un CERFA de déclaration de maladie professionnelle et envoie ces 2 éléments et la DMP à la CPAM. La CPAM commence son instruction, donc elle envoie en fait un questionnaire auprès de tous les employeurs connus du salarié. Et ce questionnaire, donc chaque employeur a 30 jours. Donc, c'est un délai réglementaire qui est strict, qu'on doit suivre absolument. Donc, chaque employeur a 30 jours pour répondre au questionnaire. Le salarié aussi, puisque ce circuit répond au principe du contradictoire. Et les investigations continuent. La CPAM, les agents enquêteurs peuvent être amenés à auditionner le salarié, aussi l'employeur, donc via le service RH. Et puis, donc, tout ça dans un délai de 100 jours. Une fois cette investigation terminée, l'employeur et le salarié ont la possibilité de consulter le dossier et d'émettre des observations si nécessaire dans un délai de 10 jours. Au-delà de ce délai de 10 jours, l'employeur et le salarié a seulement la possibilité de consulter le dossier et puis la CPAM rend sa décision. Donc, soit une décision de prise en charge, soit une décision de refus de prise en charge, ou alors elle prend la décision de transmettre le dossier au C2RMP. Le C2RMP, qu'est-ce que ce C2RMP? C'est un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
C'est un comité donc qui regroupe 3 experts. Ce sont des médecins qui vont se réunir afin de discuter sur le dossier de maladie professionnelle. Pourquoi la CPAM n'est pas dans la capacité de décider par rapport à un dossier en particulier? C'est parce que ce dossier, soit la maladie est hors tableau, ou alors la maladie est hors tableau, ou alors le taux d'IPP concernant ce cas va être supérieur à 25%. Et donc là, la CPAM n'est pas compétente pour décider de l'issue de ce dossier et est obligée de saisir le C2RMP qui va se réunir. Encore une fois, le salarié et l'employeur auront 30 jours pour ajouter des pièces, pour consulter toutes les pièces du dossier et aussi pour ajouter des commentaires. Donc, c'est une phase très importante puisque généralement, ces dossiers sont des dossiers à fort enjeu, que ce soit d'un point de vue financier et au-delà. Donc, voilà, ce sont des dossiers très importants et ce délai de 30 jours est très, très important. Et à l'issue de ce délai de 30 jours, il y a encore 10 jours supplémentaires où nous pourrons seulement consulter les pièces et apporter des observations. Et enfin, à l'issue de tout ce délai-là, enfin de tous ces délais, le C2RMP rend un avis motivé que la CPAM est dans l'obligation de suivre et la CPAM rend sa décision auprès de l'employeur et du salarié. Donc, ce sont des dossiers qui sont longs. On parle de 8 mois d'instruction. Donc, c'est assez long pour l'employeur qui va se retrouver dans une situation incertaine vis-à-vis du salarié concerné. Après avoir vu les grandes lignes d'une déclaration de maladie professionnelle, il nous était important aussi de vous relater aujourd'hui ce que nous avons le plus comme cas de figure, comme maladie déclarée, donc ce qu'on appelait les croissantes. La première étant ce focus sur les troubles musculo-squelettiques. Alors, qu'est-ce que c'est les troubles musculo-squelettiques ? Couramment appelés les TMS, c'est tout ce qui est relatif à des pathologies représentant des maladies professionnelles relatives parfois aux muscles ou au squelette. Parmi ceux-là, nous avons aussi les 57, donc les 57 relatifs à l'épaule, au coude, au canal carpien, mais aussi tout ce qui est relatif au dos. Bien évidemment, ces TMS représentent aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, la majorité des maladies professionnelles et nous avons souhaité aussi vous indiquer la répartition en 2024 par type de TMS déclaré, donc tout secteur confondu. Nous remarquons que le canal carpien est le type de pathologie qui est la plus déclarée avec 40% des déclarations totales, suivi de près par l'épaule avec 30% et puis les lombalgies, tout ce qui est relatif au dos avec 20%. Il y a bien évidemment des dossiers qui ne sont pas cadrés par des tableaux de maladies professionnelles, notamment les cervicalgies qui sont de plus en plus présentes et je pense que vous avez pu le constater au sein de votre entreprise. Aujourd'hui, on estime à plus de 10% de croissance sur ce type de pathologie. Quand on parle aussi de TMS, on parle aussi des pathologies qui vont toucher tous les secteurs d'activité. Donc, effectivement, on a une évolution au niveau temporel qui est très présente. Nous voyons d'ailleurs sur cette slide que par rapport à 2022, nous avons eu un boom avec plus de 30% de déclarations complémentaires. En tout état de cause, aujourd'hui, cette tendance est marquée notamment par la hausse des travaux qui sont manuels, répétés et bien évidemment par une certaine population vieillissante. Si il y a ces troubles musculo-squelettiques déclarés en tant qu'employeur, forcément, comme elle le disait Chélie, nous avons aussi des moyens d'accompagner le dossier et de le suivre pendant l'instruction, mais aujourd'hui, 85% de ce dossier sont quand même pris en charge, c'est-à-dire que le caractère professionnel de la maladie a été reconnu par la CPAM. Toutefois, il nous reste 15% sur lesquels nous pouvons travailler, notamment tout ce qui est relatif à l'épaule, puisque vous avez pu le constater, il y a des tableaux, et dans les tableaux, il y a aussi tout cet aspect où des examens médicaux sont nécessaires. Donc, dès lors qu'il y a des éléments qui manquent et qui sont relatifs au tableau, nous pouvons émettre des réserves complémentaires et donc pousser l'instruction vers un refus de prise en charge. Si on doit résumer en 2 mots ces slides, aujourd'hui, les facteurs aggravants restent les gestes répétés, le port des charges, les postures contraignantes et tout ce qui est relatif à l'organisation du travail.
Par rapport justement aux métiers les plus touchés, comme je vous disais, tous les secteurs aujourd'hui sont touchés par ces déclarations. Par contre, en ce qui concerne les métiers, on peut tout à fait avoir des opérateurs de production en raison de la répétitivité et de la cadence. Viennent ensuite aussi les magasiniers, les manutentionnaires qui sont très exposés notamment sur le port des charges lourdes et aux postures parfois contraignantes. Les agents administratifs aussi, dans une moindre mesure certes, mais aujourd'hui on a beaucoup de déclarations de canal carpien pour tout ce qui est agent administratif. Et lorsqu'on parle de canal carpien, on parle aussi de canal carpien droit et gauche. Donc, vous voyez, le nombre est beaucoup croissant, justement parce qu'à un moment donné, il va y avoir plus de déclarations sur ce secteur-là. Les facteurs de risque principaux sont très clairs. Comme je vous le disais, il y a d'une part les gestes répétitifs sans récupération suffisante, le port fréquent de charges lourdes, les postures contraignantes et l'organisation du travail marquée par des cadences qui restent parfois serrées et peu d'alternance des tâches. Par contre, en ce qui concerne les impacts, effectivement, si on doit parler d'un impact principal, le premier, de mon point de vue, est évidemment cet impact humain. Pourquoi? Parce qu'il y a eu la dégradation de la santé de vos collaborateurs, la démotivation et puis des tensions sociales. Nous savons très bien aujourd'hui, on le remarque, lorsqu'un collaborateur commence à déclarer de maladies professionnelles, il y a comme un effet domino puisque les salariés parlent entre eux, ils communiquent et effectivement, à un moment donné, nous nous rendons compte que dans le sein d'une même organisation, il y a tout de suite un boom de déclaration d'un même type de maladie professionnelle. Deuxième impact, et non pas des moindres, c'est aussi l'impact organisationnel. Et ça, vous devez le savoir. Effectivement, dès lors qu'il y a une déclaration de maladie professionnelle, il y a une difficulté de planification. Il y a la nécessité aussi de remplacer la personne qui manque et donc de former rapidement des remplaçants, cela pouvant créer parfois des surcharges au niveau des équipes. Et puis, le dernier impact, et non pas des moindres, c'est cet impact financier. Je parle de l'impact financier, je parle aussi des hausses des cotisations, des accidents de travail, des maladies professionnelles, l'absentéisme et puis bien évidemment cette perte de productivité et peut-être de rendement. Pour finir sur ces slides, l'identification de ces risques est essentielle pour cibler nos actions de prévention et réduire durablement ces impacts. Deuxième pathologie qui aujourd'hui est un fort essor, c'est le trouble psychosocial, à savoir notamment le burn-out. Alors, vous voyez, aujourd'hui, on parle de burn-out, c'est une maladie qui est dite hors tableau. C'est-à-dire que l'instruction va être certes plus longue et vous, en tant qu'employeur, vous allez devoir aller faire un travail de recherche pour justement démontrer qu'à un moment donné, en tant qu'employeur, vous avez aussi mis tout en œuvre pour justement accompagner votre collaborateur sur des changements relatifs à l'organisation ou tout simplement alors qu'il manifestait un mal-être. Donc, il y a des symptômes. Il y a des symptômes qui peuvent vous être présentés et qu'aujourd'hui, lorsque vous vous rendez compte que ces symptômes sont présents, il doit y avoir un red flag, donc un drapeau rouge pour vous, pour justement aller prévenir, anticiper toute déclaration. Parmi ces symptômes, il y a forcément le stress chronique, la nervosité, un collaborateur qui est très nerveux, qui affiche une perte réellement d'estime de soi, une anxiété, etc. Il y a vraiment des choses à se demander et évidemment de plans d'action à mettre en place. Au niveau des causes, on est sur une absence de reconnaissance, une relation dégradée au travail, ça peut être aussi de l'insécurité de l'emploi. Donc, effectivement, on est sur des causes très multiples et très diverses. C'est des dossiers qui sont très sensibles. Donc, effectivement, un accompagnement sur ce type de dossier est important, puisque les enjeux derrière sont très conséquents. Juste pour rappel, si aujourd'hui, ce type de dossier n'est pas régi dans les tableaux de maladies professionnelles et s'il est pris en charge, c'est qu'à un moment donné, il a dû justifier d'un taux d'incapacité de plus de 25%, ce qui est très conséquent au niveau de votre taux de cotisation. Et puis, pas que, mais nous allons le voir par la suite. Parmi ces troubles psychosociaux, il y a aussi des troubles qu'on voit beaucoup moins, mais qui existent, notamment le bore-out et le brown-out. Donc, c'est l'ennui et la perte de sens. C'est des pathologies qui sont nées après la période post-Covid.
Donc, certes, on voit certains dossiers apparaître, ils sont, comme je disais, très rares, mais il va falloir aussi se munir sur ce type de pathologie avec des symptômes qui sont similaires, mais pas tout à fait. Puisqu'on n'est pas sur un épuisement professionnel, on est plutôt sur un ennui. Quelqu'un qui a souhaité changer de poste puisqu'il avait d'autres perspectives d'évolution et qu'à un moment donné, on lui a toujours refusé après 2-3 ans, il peut tout à fait déclarer ce type de pathologie. Et puis, on a aussi le burn-out, le dernier, qui est cette perte de sens. Donc, c'est des dossiers post-période Covid, puisqu'effectivement, on s'est rendu compte que dans les sociétés, il y a aussi cette automatisation et la digitalisation du travail. Donc, certaines personnes qui ont toujours travaillé dans ce secteur et qui aujourd'hui se voient remplacées par des machines peuvent avoir une perte de sens au niveau de leur emploi. Soyez forts de propositions, notamment sur ces deux aspects-là, pour justement, à un moment donné, pouvoir proposer des plans adaptés à vos collaborateurs afin justement d'anticiper ce type de déclaration. Alors, les conséquences concrètes pour l'employeur et pour le collaborateur. Donc, si lorsque le salarié est en arrêt de travail, vous savez, en tant qu'employeur, vous versez des IJ, des indemnités journalières et vous complétez également. Aussi, après l'arrêt de travail, il est possible, dans certains cas, et notamment lorsqu'il y a eu une IPP qui a été désignée à 25%, il est possible que vous devez payer cette indemnité, donc soit en capital si l'IPP est inférieure à 10%. Lorsqu'elle est supérieure ou égale à 10%, cette IPP est versée sous forme de rente viagère. Donc, ça peut vous coûter encore de l'argent. Il y a aussi la possibilité d'une réparation intégrale, c'est-à-dire, on l'avait dit plus haut, lorsque votre responsabilité va être engagée. Sur quel fondement? Sur la faute inexcusable de l'employeur, c'est-à-dire que vous n'avez pas tout mis en œuvre pour éviter à ce salarié le développement de la pathologie qu'il déclare. Donc, il peut parallèlement ou après son dossier de LP vous attaquer pour faute inexcusable de l'employeur et ça peut vous coûter encore de l'argent. Les impacts pour l'entreprise. Alors, effectivement, aujourd'hui, au niveau des enjeux relatifs aux maladies professionnelles, on voit, et comme je vous l'ai indiqué, plusieurs types d'enjeux. D'abord, cet aspect humain, parce qu'effectivement, un collaborateur qui déclare une maladie professionnelle, nous savons très bien qu'il va y avoir parfois des séquelles, notamment l'incapacité dont parlait Chélie. Donc, il va falloir les remplacer, il va falloir aussi, à un moment donné, trouver un autre emploi qui corresponde aux collaborateurs. Et puis, il y a cette histoire aussi de perte d'emploi, de perte d'instabilité et de désertion professionnelle. Le deuxième enjeu qui est relatif à ce type de déclaration, c'est aussi l'enjeu économique. Forcément, si un dossier de maladie professionnelle est pris en charge, il y a une augmentation de la charge sociale pour l'entreprise pour cet aspect accident de travail, maladie professionnelle. Parfois, parmi les enjeux économiques, on parle aussi des sanctions financières à défaut de déclaration dans les délais, notamment pour l'aspect accident de travail plutôt. Mais en tout état de cause, sur certains cas de figure et sur des dossiers qui sont plus touchy, notamment les dossiers prud'homaux, il y a la condamnation pénale et les dommages et intérêts. Troisième aspect, l'aspect juridique. Donc, effectivement, sur cet aspect juridique, on a beaucoup plus de juridique que sur les accidents de travail, dans le sens où, sur les maladies dites du tableau, il y a un cadre légal bien précis et il va falloir derrière pouvoir faire en sorte de bien répondre et ne pas faire des réserves à tout va. Pourquoi? Parce que derrière, il y a aussi cette responsabilité civile et pénale qui est engagée. Il y a la reconnaissance aussi de la faute inexcusable de l'employeur et puis parfois, il y a des sanctions par l'inspection du travail. Donc, nous voyons bien que ces deux derniers enjeux sont des enjeux très, très importants pour le bien-être de votre entreprise. Parmi les enjeux, il y a les relations sociales. Les relations sociales, pourquoi? Parce que, comme je vous le disais, à un moment donné, lorsque nous avons des déclarations qui arrivent en masse, il y a des tensions et notamment au niveau des relations avec les IRP, mais aussi des dégradations des relations avec
tous les autres organismes sociaux, que ce soit au niveau de la CARSAT ou au niveau de la DIRECT. Plus une entreprise a de déclarations de maladies professionnelles, plus elle va être scrutée, entre guillemets, par les organismes sociaux, notamment par la CARSAT. Et puis, dernier enjeu, et non pas de moindre, c'est forcément l'atteinte à l'image de la société. Pourquoi? Parce que ça a une incidence sur le bilan social et les indicateurs RH, notamment le taux de fréquence et le taux de gravité, mais aussi une dégradation de la marque employeur. Et je pense que vous êtes bien au fait de cette dégradation de marque. Effectivement, une société qui est marquée par beaucoup de déclarations de maladies professionnelles est une société, entre guillemets, à problème pour certains organismes sociaux. Par rapport à l'impact des coûts, effectivement, nous parlions de ces enjeux financiers. Aujourd'hui, nous évoquions justement le coût direct d'un accident de travail et ou d'une maladie professionnelle à travers les cotisations d'accident de travail et de maladie professionnelle. Mais il faut savoir qu'il y a aussi des coûts indirects. Vous voyez, on vous a présenté un iceberg en vous mettant en haut les coûts directs. Donc, c'est la partie immergée de l'iceberg. Et puis, vous avez tout ce qui est indirect, donc qui est beaucoup plus important, mais qu'on ne voit pas. Si on devait vraiment chiffrer l'ensemble de ces coûts et ajouter à la cotisation tout le temps que vous passez pour gérer les maladies professionnelles, le remplacement, etc., et puis les formations des nouveaux collaborateurs qui remplacent, statistiquement, cela représente 1,5 à 4 fois le montant de la cotisation AT-MP. En résumé, effectivement, les maladies professionnelles ont des enjeux très importants. Au-delà des enjeux humains, juridiques, financiers, il faut donc être efficient dès le début d'un dossier et même avant qu'un dossier puisse exister. Alors, des solutions existent. Et parmi ces solutions, j'ai opté pour vous présenter cette pyramide à l'envers. Pourquoi? Parce que pour bien gérer les maladies professionnelles, il existe vraiment une vraie stratégie. Une stratégie que j'appelle en 4 temps. La première, qui est certes la plus importante, c'est la prévention. Éviter la survenance d'un accident ou d'une maladie professionnelle reste la meilleure façon de protéger vos collaborateurs et de limiter tout risque pour l'entreprise. Le deuxième temps, c'est la déclaration. Bien évidemment, contrairement aux accidents de travail comme le présentait Chili, au niveau de la déclaration de maladie professionnelle, vous subissez, entre guillemets, cette déclaration, puisque c'est le collaborateur qui fait sa propre déclaration. Donc, il s'agit bien de savoir la gérer tout au long de l'instruction et pas uniquement au niveau du questionnaire, d'émettre des réserves pertinentes et de participer vraiment activement à cette instruction. C'est ici que vous pouvez éviter qu'une maladie professionnelle ne soit pas prise en charge à tort ou du moins muscler le dossier pour que derrière, un contentieux puisse être possible. La troisième étape, c'est la réintégration. Il est essentiel, et vous devez le savoir, favoriser le retour du salarié, piloter les arrêts de travail et gérer l'absence qui permet en quelque sorte de limiter les conséquences humaines, organisationnelles et financières. Enfin, le dernier recours, qui est le plus restreint, c'est la contestation ou les contestations. Si malgré tout un dossier de maladie professionnelle est pris en charge à tort, il est toujours possible d'agir sur le plan contentieux pour corriger ou en tout cas limiter son impact sur vos cotisations prochaines. En tout cas, vous l'aurez compris, plus on agit tôt, plus on a de chances d'être efficace. La clé, c'est donc la prévention et chaque étape suivante doit être utilisée comme un levier complémentaire. En parlant de prévention, effectivement, aujourd'hui, il y a plusieurs niveaux de prévention possibles, organisationnels, techniques, individuels, mais aussi réglementaires et administratifs. Il n'y a pas vraiment d'importance, mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'au niveau de l'organisationnel, l'objectif principal étant de garantir que les déclarations soient faites correctement et à temps, et que derrière, on puisse mettre en place des procédures claires pour toutes les maladies professionnelles, mais aussi de faire un réel suivi et un audit en interne. Sur la partie technique, l'objectif étant de réduire les risques et sécuriser la collecte des données, notamment sur l'amélioration des conditions de travail, l'ergonomie, la ventilation, la sécurité, les machines, etc. Tout peut contribuer aujourd'hui à vous permettre de défendre le dossier et de faire en sorte
avant qu'il n'y ait pas de déclaration, ce qui est très, très important. Sur la partie individuelle, il est important de protéger les salariés et détecter tous les maladies professionnelles. Je ne vous apprends rien aujourd'hui, les utilisations des EPI adaptés sont un devoir. Ce n'est pas une option, c'est vraiment un devoir, notamment aussi sur la partie formation aux gestes et parfois à certaines pratiques qui peuvent être plus sûres pour le salarié. Et finalement, le niveau de prévention réglementaire, aussi dit administratif, c'est d'assurer la conformité et le suivi fiable des déclarations, notamment au niveau des respects des délais réglementaires. Alors, traiter l'instruction d'un dossier MP n'est pas un choix, mais c'est un devoir. Vous êtes obligé, dès lors que vous recevez un courrier de la CPAM ou un mail de la CPAM via QRP, vous devez remplir ce questionnaire. Le process d'instruction, comme on l'a dit, c'est le dépôt de la déclaration MP par le salarié qui est transmis ensuite à la CPAM et la CPAM ouvre le dossier par le biais d'un questionnaire. Donc, le questionnaire, c'est votre point d'entrée du dossier. Les délais observés, donc on a observé des délais moyens d'instruction de 6 à 9 mois et ça peut atteindre même 12 mois, comme je vous le disais pour les dossiers qui sont envoyés au C2RMP. Ce sont vraiment des délais qui sont très longs, qui ne vous apportent pas une visibilité fiable pour ce salarié et qui peut impacter au final le reste de l'équipe. Nous voyons aussi un taux de reconnaissance, donc comme l'a dit ma collègue Andrea, pour les dossiers TMS, pour les troubles musculo-squelettiques, c'est des taux d'acceptation de dossiers à 70%, c'est-à-dire que pour ces dossiers, donc 70% des dossiers sont reconnus comme d'origine professionnelle et il y a un taux de refus de prise en charge à hauteur de 30%, et 30% et notamment c'est en raison de manque de preuves médicales ou en tout cas le lien entre le travail et la pathologie déclarée n'a pas été clairement établi. Donc ces délais, donc on voit bien que ce sont des délais longs, au contraire d'un accident de travail, ça impacte votre visibilité pour votre entreprise et vos coûts futurs. Les objectifs donc, de la procédure d'instruction, c'est renforcer le principe du contradictoire. Donc, comme je vous l'avais expliqué, chaque partie du dossier, donc côté employeur, côté salarié, a la possibilité de connaître l'ensemble des pièces du dossier, donc après le questionnaire. Ça permet également de réduire le contentieux, puisque lié aux contestations de la reconnaissance des AT et MP, et aussi d'introduire la dématérialisation qui est bien lancée à date, notamment par l'utilisation de la plateforme QRP qui a été mise en place par la CPAM et qui est mise à jour au fur et à mesure et qui permet le dialogue, on va dire, entre la CPAM, l'employeur et le salarié. Finalement, donc en synthèse, vous l'aurez compris, au regard de ce sujet qui est très dense et de plus en plus croissant, vous disposez de plusieurs armes pour lutter contre cette réalité. Entre audit interne régulier afin d'anticiper toute notion d'exposition, système de gestion et de protection des collaborateurs, notamment en mettant en place des plans ergonomiques, formation et sensibilisation du personnel, mais aussi le respect des obligations légales, vous pourrez aisément lutter contre la croissance des maladies professionnelles. Anticiper, prévenir, agir, gérer les maladies professionnelles tout simplement, c'est protéger vos collaborateurs et sécuriser l'avenir de votre entreprise. Si vous souhaitez plus de détails ou un accompagnement sur mesure, vous n'hésitez pas à revenir vers nous sur ce vaste et passionnant sujet que sont les maladies professionnelles. Merci à tous. Merci. Merci Kalima d'avoir été modératrice du chat. On va maintenant passer à la session de questions-réponses. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, on va y répondre. Il nous reste 10 minutes, donc c'est parti. Alors pour la première question, on va commencer par une première question. Alors, est-ce qu'en tant qu'employeur, je peux laisser directement le collaborateur concerné, surtout pour une personne RH, traiter le questionnaire elle-même? Andrea, Chélie, qui de vous deux souhaite y répondre?
Alors, je vais y répondre. Alors, non, on ne laisse pas le collaborateur répondre à son propre au questionnaire MP, en tout cas du côté employeur. Encore plus si c'est une personne faisant partie de l'équipe RH. C'est vraiment le collaborateur, donc le salarié remplit le questionnaire salarié et l'employeur remplit son questionnaire employeur. Donc, soit l'employeur a fait appel à une société tierce comme nous, comme Hemming, où on se charge évidemment du remplissage du questionnaire avec l'aide de l'entreprise concernée, bien évidemment, ou alors l'entreprise a une personne dédiée qui répond au questionnaire MP du côté employeur. Jamais le collaborateur. Très bien. Merci beaucoup, Chélie. Alors, on a une autre question. Un salarié peut-il déclarer une MP vis-à-vis de son dernier employeur alors qu'il a quitté la société? Qui souhaite répondre à ces questions? Andrea, Chélie, dites-moi. Je vais répondre, Lorenza. Effectivement, aujourd'hui, un collaborateur, il peut tout à fait déclarer plusieurs dossiers de maladie professionnelle auprès de plusieurs employeurs. Donc, forcément, même chez son dernier employeur, alors qu'il n'est resté peut-être qu'un mois, voire 2 mois. Peu importe la durée, il est dans son propre droit de faire cette déclaration. Toutefois, c'est à vous de devoir répondre à l'instruction puisque la CPAM se doit de mener cette instruction auprès de toutes les entreprises, en tout cas toutes les dernières entreprises dans lesquelles le collaborateur a travaillé. Donc, si demain, vous avez ce type de demande, vous n'hésitez pas tout simplement à répondre au questionnaire et puis bien évidemment étudier le dossier de maladie professionnelle de la même manière que vous le ferez s'il était toujours dans votre société. Très bien. Merci beaucoup, Andrea. On a une autre... Alors, attendez, je regarde. On a une autre question. Donc, un salarié déclare un accident de travail le 15 septembre. Voilà. Pas de reconnaissance reçue à date. Déclaration d'une MP avec date de première constatation le même jour. Nous devons le considérer en AT ou MP? Est-ce que je répète la question ou bien c'est... Non, c'est pas clair? Je répète la question. Non, c'est très clair. Effectivement, nous avons beaucoup de cas de figure de ce type dans notre société. Il y a beaucoup de collaborateurs, comme je disais, qui sont mal renseignés, donc ils ne savent pas si à un moment donné, il faut déclarer un accident de travail ou une maladie professionnelle. Et vous voyez, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais sur les certificats médicaux, notamment les initiaux, aujourd'hui, il n'y a plus la distinction entre accident de travail ou maladie professionnelle. Il y a certes la coche AT, MP avec une date. Donc, lorsque nous recevons ce type de certificat, pour l'employeur, il est très difficile de savoir s'il était un accident de travail ou une maladie professionnelle. Alors, ce que je conseille à la personne qui a posé cette question, si le collaborateur souhaite déclarer un accident de travail, vous êtes dans l'obligation de le déclarer puisque le collaborateur vous l'a demandé. Donc, vous faites cette déclaration comme il se doit. Bien évidemment, derrière, en mettant un courrier de réserve pour expliquer le contexte. Toutefois, lorsque vous allez recevoir une déclaration de maladie professionnelle, vous allez aussi répondre au questionnaire de la CPAM en menant aussi des réserves derrière pour justement compléter l'information parce qu'aujourd'hui, il est essentiel au niveau des caisses de démontrer que le collaborateur ne peut pas à la fois être sur un AT ou une maladie professionnelle. C'est-à-dire qu'on est complètement sur deux définitions qui sont opposées. Un accident de travail, c'est un geste brusque et soudain. Une maladie professionnelle, c'est quelque chose qui est régi par le temps. Donc, c'est à force de faire qu'il y a une maladie professionnelle. Et même au niveau des indemnisations, au niveau de la caisse, on ne peut pas à la fois être indemnisé au titre d'un accident de travail et d'une maladie professionnelle. Donc, vous, en tant qu'employeur, vous devez mener les deux instructions. C'est à la CPAM de revenir vers vous et de vous dire si à un moment donné, elle a estimé que c'est un AT ou que c'est une MP. Mais il ne peut pas y avoir les deux en même temps. Donc, elle ne va pas prendre en charge les deux si c'est la même date. Merci beaucoup. Alors, une autre question. Je suis mis au placard depuis août 2022 avec un mal-être. Comment le faire en maladie professionnelle? Alors, dans ce cas-là, il faut aller voir son médecin, donc le médecin traitant. Vous lui expliquez votre cas et à lui ou pas de voir si c'est à cause du travail ou pas.
dans ce cas-là, je pense qu'il va faire le lien et donc il va vous délivrer un certificat médical initial. À la suite de ce certificat médical initial, il faut que vous, en tant que salarié, du coup, vous remplissez un CERFA de déclaration de maladie professionnelle que vous pouvez retrouver sur le site Amélie ou vous déplacer à la CEPAM de votre lieu de domicile. Et vous remplissez donc cette déclaration MP, vous envoyez ensuite à votre CEPAM le CMI et la déclaration MP. La CEPAM reviendra vers vous pour vous demander d'autres éléments nécessaires à l'instruction. Merci Chélie. On a une autre question. Alors, bonjour, est-ce que les courriers de déclaration MP sont obligatoirement envoyés par courrier? Nous avons plusieurs magasins en France avec des numéros de SIRET spécifiques, donc difficile quand les courriers ne nous sont pas envoyés. Donc, est-ce qu'il faut obligatoirement envoyer par courrier les déclarations MP? Alors, le point d'entrée de la CEPAM, c'est effectivement les adresses qu'elle a, qu'elle dispose. Même si vous en avez plusieurs, si vous avez plusieurs magasins, elle enverra aux magasins concernés. Après, si vous avez eu l'occasion d'avoir des accès QRP, donc de créer vos accès sur la plateforme questionnaire Risque Pro, normalement, à partir de ce moment-là, vous recevez par mail donc le mail qui a servi à la création de l'accès sur QRP, vous recevez un mail de la CEPAM qui vous indique qu'un questionnaire est disponible sur la plateforme et que vous avez 30 jours pour y répondre. Parfait. Merci beaucoup, Chélie. Alors, je regarde. Qu'avons-nous comme question? Alors, on a une question, mais ça découle d'une première question. Voilà, effectivement, je la lis à voix haute. Alors, et dans combien de temps maximum après avoir quitté l'entreprise? Donc, la question, elle était la suivante. Donc, un salarié peut-il déclarer une MP vis-à-vis de son dernier employeur alors qu'il a quitté la société? Et donc, combien de temps maximum après avoir quitté l'entreprise? Alors, effectivement, il n'y a pas de temps maximum qui est prévu par la caisse. Toutefois, c'est à nous, en tant qu'employeur, de nous défendre derrière par rapport à la pathologie déclarée, encore une fois. Si nous sommes sur une pathologie relative à un canal carpien, le délai de prise en charge du tableau est de 30 jours. Donc, effectivement, si votre collaborateur est parti il y a 4 ans, vous voyez, typiquement, on peut tout à fait émettre des réserves puisque le salarié, pendant 4 ans, il n'a pas été exposé chez vous. Donc, ce n'est pas à vous de subir les conséquences financières pour un emploi qu'il aurait eu entre-temps. Par contre, si on est sur d'autres types de pathologies, je parle de cancer notamment, sur des burn-out où on n'a pas forcément de délai d'exposition, là, il va être plus difficile et il va falloir qu'on puisse s'armer de plusieurs arguments pour défendre ce dossier. Mais il n'a pas vraiment de temps maximum après avoir quitté l'entreprise pour déclarer cette maladie. Après, vous allez plus avoir de billes pour défendre le dossier qu'autre chose. Mais lui, il peut le faire, même si c'est 10 ans après. Parfait. Alors, je vois qu'il nous reste 2 minutes. On va prendre une question. D'ailleurs, il me semble que c'est la dernière. Alors, est-ce que la CEPAM a l'obligation de justifier un rejet de maladie professionnelle? Deuxième question. Et quelles actions peut faire le salarié si l'entreprise n'a pas répondu au questionnaire? Alors, la CPAM n'a pas forcément l'obligation de justifier un rejet de maladie professionnelle puisqu'il va communiquer ce refus de prise en charge, notamment aux collaborateurs par voie postale. Mais dans ce recommandé, dans ce courrier, il n'y a pas vraiment l'explication. Toutefois, le collaborateur peut aussi mener des actions, mais par contre, pas forcément contre l'entreprise, mais il peut mener des actions contre la décision de la CPAM. Attention, à partir du moment où nous avons une décision de la CPAM, que ce soit pour une prise en charge ou pour un refus de prise en charge, derrière, c'est contre la CPAM que nous allons avoir à faire. Donc, typiquement, s'il y a un refus de prise en charge pour le salarié peut remettre en cause et mener des actions devant la commission de recours amiable, mais contre la décision de la CPAM et non pas contre l'entreprise. Je ne sais pas si j'étais claire ou si ça correspond à la question posée par Meryl. Mais si ce n'est pas ça, vous pouvez tout à fait le marquer dans le chat de manière à ce qu'on puisse compléter et ajuster la réponse.
Exactement. En tout cas, effectivement, il est 45. Donc, voilà, elle a répondu. Super, merci. Ben, merci en tout cas à vous d'avoir posé vos nombreuses questions. Merci aux expertes aussi qui ont vraiment été, ça a été vraiment très, très bien. Elles ont apporté des éléments de réponse. Donc, si vous avez ne serait-ce que voilà, la moindre question, quoi que ce soit, n'hésitez pas à rentrer en contact avec nous. Donc, je vous mets juste la dernière slide. Donc, directement via notre site internet qui s'affiche à l'écran. Et on aura le plaisir, en tout cas, de revenir vers vous pour vous répondre. Donc, nous vous remercions d'avoir participé au webinaire et on vous souhaite une très belle journée. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.